Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo plutôt simple parce que normalement lors du montage de cette vidéo, je serai très occupée. Je serai en stage d'un mois dans une librairie. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet sur mon expérience, etc. Mais du coup, ça fait que mon mois d'avril est assez occupé et j'ai pas le temps de faire des grosses vidéos avec énormément de recherches. Donc cette vidéo est plutôt cosy, plutôt cocooning, plutôt simpliste on peut dire, ça va être juste mes 6 dernières lectures sans spoiler et je vais donner une petite note pour chaque livre. Donc comme d'habitude on a un peu de tout genre, on a de la littérature classique, on a du roman contemporain, on a de la romance young adulte, j'essaye un peu de varier mes lectures. Donc maintenant je vais vous faire une petite présentation des livres avant d'en parler. Tout d'abord, on a Nothing Like the Movies de Lynn Painter, le deuxième tome de Better Than the Movies. Ensuite, on a Charlotte de David Fonkinos. Ensuite, on a Les choses humaines de Karine Thuil. Ensuite, on a La délicatesse de David Fonkinos, encore une fois. Ensuite, on a L'âge de détruire de Pauline Perrade. Et on termine enfin par Lettre d'une inconnue de Steven Zweig. On commence tout de suite avec Nothing Like the Movies. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Alors je vais spoiler un peu le premier tome, sans vraiment rentrer trop dans les détails quand même. Le premier tome, je l'avais beaucoup aimé pour son côté très romantique, très naïf, pas dans un sens négatif quand je dis naïf, mais dans le sens où c'est la découverte de l'amour. Ce sont des jeunes qui ne se confrontent pas réellement aux vrais problèmes de couple, tandis que dans ce tome 2, qui se passe donc 2 ans après, on rencontre plus ces thématiques-là, ces thématiques un peu plus adultes. Et je vais vous le montrer en vous faisant un petit synopsis. Au début de ce roman, on apprend que Liz et Wes se sont séparés pendant 2 ans après que Wes ait dû rentrer dans sa ville natale et quitter le campus universitaire après un incident très grave survenu dans sa famille. Ça a énormément touché Liz qui refuse d'entendre parler de romantisme, d'amour. Elle est appelée dans son campus l'anti-romantique, ce qui est quand même tout le contraire de ce qu'on a connu dans le premier tome par rapport à Liz. Mais lorsque Wes retourne sur le campus après avoir réglé tous ses soucis dans sa ville natale, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est reconquérir le cœur de Liz. Mais après tous les dégâts qui ont été causés, est-ce que Liz lui laissera une seconde chance? Donc c'est une lecture que j'ai trouvée très doudou, très douce. J'adore, petit point sur le jaspage, enfin la DA en général des 2 livres que je trouve vraiment magnifiques. J'adore les livres avec des beaux jaspages et ces 2-là sont vraiment très très beaux. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que effectivement, donc dans le premier livre, je disais c'était cette découverte de l'amour assez jeune, enfin je veux dire au lycée, donc on n'a pas vraiment ces problématiques d'adultes, tandis que ici on a vraiment les problématiques de couple. Ça va parler de confiance, de fidélité, de vérité, de communication, donc c'est forcément un peu moins conte de fées on va dire que dans le premier tome, mais le fait que ce soit un peu plus réaliste à ce que peut ressembler une relation de couple entre 2 jeunes adultes, je trouve ça très intéressant et c'est pas pour autant que ça détruit la saga, pas du tout. Je trouve que les deux se complémentent très bien. Il y en a un qui, on va dire, est plus donc dans cette découverte de l'amour un peu enfantin, un peu naïf, un peu conte de fées, prince charmant, et la deuxième partie où les deux grandissent et se rendent compte que l'amour c'est pas tout rose et qu'il faut traverser parfois des épreuves ensemble. Et donc je trouve que pour les plus jeunes, on va dire, enfin jeunes, on va dire à partir de 14 ans ou même plus jeunes en fait, c'est des très bons livres pour découvrir la romance, l'amour. Il n'y a aucune scène de smut, donc c'est vraiment idéal pour les plus jeunes. Et je trouve que vraiment les 2 livres, je les mets vraiment comme une seule unité parce que pour moi, ils fonctionnent comme ça. Après avoir lu ce deuxième tome, je les vois comme un ensemble. Et je pense que pour un public plutôt jeune, ou même si on veut découvrir la romance, je trouve que ces livres sont très pertinents dans la manière dont ils parlent de l'amour. Et c'est comme une sorte de voyage en fait, de la découverte de l'amour à une version plus concrète, plus réaliste de ce que c'est, sans pour autant que ça en soit moins beau. Et donc ce livre, je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai beaucoup aimé la lecture, encore une fois c'est une lecture très doudou, contrairement à d'autres lectures de ce top qui étaient un peu plus compliquées honnêtement. D'ailleurs, ça fait une très bonne transition pour la deuxième lecture, c'est Charlotte de David Fonkinos.
Donc sûrement beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu parce que je crois que certains l'ont lu au lycée et pour ceux qui ne l'ont pas forcément lu au lycée, c'est un livre très connu de David Fonkinos que je n'avais jamais lu. Mais après avoir lu Vers la beauté, j'ai voulu découvrir ce qu'il avait écrit d'autre tellement j'avais été chamboulée par sa plume, par sa manière d'écrire et donc je voulais découvrir plus d'ouvrages de cet auteur. Donc j'ai pris son classique, Charlotte. Donc dans ce livre, on va suivre la vie de Charlotte Salomon, une artiste peintre décédée à 26 ans à Auschwitz. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est grâce à ses écrits et à ses peintures qu'elle a donné à un médecin avant de mourir en lui disant « Prenez ceci, c'est toute ma vie ». Dès le début, on voit qu'elle n'a pas une vie facile, qui est semée d'embûches et de problèmes, mais les deux pointes d'espoir dans sa vie remplie de mélancolie sont deux choses, l'amour et l'art. Et en fait, ce livre peut s'apparenter à une biographie parce que Charlotte Salomon a vraiment existé. Il y aura sûrement des peintures d'elle que je mettrai au montage, mais elle a réellement existé et tout ce qu'on sait d'elle, c'est réellement par ses écrits et ses peintures, et par les témoignages de descendants qui ont connu Charlotte Salomon. Et ce qui est très intéressant dans ce roman, j'ai trouvé, c'est qu'on suit aussi David Fonkinos lui-même qui a fait les recherches sur place. Sans trop spoiler, il va lui-même se rendre dans tous les endroits où elle a vécu, où des proches à elle ont existé, pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les gens sont assez réticents à donner des infos sur cette certaine Charlotte Salomon. Donc, je vais décrire ça comme une biographie. C'est une biographie vraiment touchante. J'ai failli verser une larme. C'est très dur à lire, honnêtement. Il y a énormément de sujets très compliqués, notamment le suicide, évidemment le nazisme, l'antisémitisme. Ça va énormément parler des douleurs qu'ont subies les juifs, que ce soit en Allemagne ou en France durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un récit vraiment très poignant sur la douleur d'une femme qui a eu une vie remplie de mélancolie et lorsqu'enfin elle trouve un peu de paix, sa vie se retrouve bouleversée à nouveau. Honnêtement, je pense que je le conseillerais vraiment à tout le monde parce que je pense que c'est une lecture très instructive à la fois sur la vie de cette personne en particulier, Charlotte Salomon. Je ne la connaissais pas du tout, je ne connaissais pas ses peintures et en lisant ce livre, ça m'a poussée à m'intéresser à ce qu'elle avait écrit, à ce qu'elle avait peint, mais c'est aussi instructif sur le plan de ce qu'était la réalité du nazisme à l'époque, de comment c'était vécu par les juifs. Évidemment, on sait que c'est un événement qui a été horrible, on sait que c'est un événement qui a été atroce dans l'histoire de l'humanité, mais de le voir écrit aussi précisément et aussi crûment dans un livre, je pense que ça peut ouvrir les yeux sur certaines personnes qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'était la douleur de cette période de l'histoire. Et donc ce livre, je lui ai mis 5 étoiles parce que ce soit par l'écriture ou par comment David Fonkinos raconte la vie de cette personne extrêmement touchante qu'est Charlotte Salomon, c'est très dur à lire honnêtement, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. J'irai peut-être pas le relire si je suis dans une période de bad mood, mais ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et je trouve que l'écriture très poétique de David Fonkinos sur la vie de cette jeune femme qui est malheureusement très triste, c'est comme une sorte d'hommage qu'on lui porte posthume et je trouve ça beau, je trouve que c'est vraiment honorable et c'est vraiment un livre qui touche en plein cœur. Maintenant, on va passer à ma troisième lecture qui n'est pas plus légère honnêtement, ce sont Les choses humaines de Karine Thuil. Donc je n'avais pas lu le livre et je n'avais pas vu le film. Apparemment, beaucoup de gens ont vu le film ou ont lu le livre. Moi, j'en ai entendu parler la première fois dans le club de lecture de mon village et ça m'a intriguée. Et comme mon grand-père me l'a offert, je me suis dit que c'était le bon moment. Donc pourquoi je disais que ce n'était pas une lecture légère, je vais vous le dire maintenant en vous racontant un petit peu le synopsis. Jean et Claire Farrell forment un couple en apparence idéal. Jean Farrell est un animateur télé très populaire qui approche 70 ans et Claire Farrell, elle, a 50 ans, il me semble, ou en tout cas dans la cinquantaine, et est une chroniqueuse, une écrivaine et intellectuelle féministe engagée depuis toujours pour le droit des femmes. Ils ont également un fils qui lui aussi a tout pour réussir, c'est une sorte de prodige qui a intégré la fameuse université de Stanford. C'est un jeune adulte très intelligent, mais un jour, tout va basculer lorsqu'ils vont apprendre que leur fils est accusé de viol par une jeune femme que Claire connaît. Donc, dans ce roman,
On va vraiment parcourir la vie d'une famille parfaite, mais que en apparence. On va un peu creuser dans les secrets de tout le monde, que ce soit de Jean Farel, de Claire Farel, du fils, de tout le monde dans cette histoire, dans un climat très particulier qui se passe pendant la période MeToo. Et on va suivre qui est ce jeune étudiant prodige qui avait tout pour réussir, qui du jour au lendemain est accusé de viol. On va voir le point de vue des deux personnages sur ce qui s'est passé cette nuit-là, entre ce jeune homme et cette jeune femme. Certains parleront d'un roman qui explore les zones grises. Moi, je ne l'ai pas vraiment perçu comme ça. Après, je sais qu'il y en a plein qui me tomberont dessus, mais je pense que c'est plus un écrit qui va dénoncer certaines normes au niveau de la sexualité, que ce soit conduit par le porno, ils en parlent dedans, ou même des normes sociales qui va banaliser les violences au sein de la sexualité. Évidemment, il précise chacun à ses fantasmes, mais le fait que ce soit banalisé peut créer pas forcément des quiproquos, mais de véritables malentendus entre grosses guillemets tragiques qui peuvent détruire la vie de personnes entières. Et donc on va suivre également le procès, voir comment ça se passe, quels sont les arguments de chacun, comment est médiatisé ce procès dans la période MeToo et le fait que ce jeune homme soit fils de personnalité publique. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'à certains moments il m'a révoltée et j'aime beaucoup les livres qui me révoltent, qui me font questionner mes principes, ce que je pense. J'en ai discuté avec des personnes de ma famille de ce livre, j'ai conseillé à beaucoup de monde parce que je le trouve très juste. Il parle de la sexualité, des violences sexuelles en profondeur avec vraiment beaucoup de sujets abordés comme les dynamiques de pouvoir, la place du porno dans la vie des jeunes hommes, des violences au sein de la sexualité banalisée, des violences sexuelles qui sont elles aussi normalisées. Enfin, je trouve vraiment ça très intéressant. On a le point de vue de beaucoup de personnes, des hommes âgés, des hommes jeunes, des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes, et le fait de voir aussi une certaine hypocrisie du côté de la mère qui a toujours été engagée de manière féministe mais qui, au début, refuse de croire que son fils a pu violer quelqu'un. Donc vraiment, je le conseille, il est vraiment très bien, il vous fait questionner vos principes, vos valeurs. Il pose des vraies questions sur la place de la sexualité, de la violence dans notre société, de ce qui est normalisé alors que ça ne devrait pas l'être. Alors je le conseille pas à tout le monde parce qu'il est quand même assez cru dans certaines définitions de certaines scènes. Je vais pas spoiler, mais vraiment je le conseille pas aux plus jeunes. Je pense que ouais, 17-18 ans, c'est bien pour le lire. Plus jeune, si on est assez sensible, ça peut être compliqué. Mais si vous voulez réfléchir, remettre en question votre vision de la société, du système judiciaire, des normes sociales, notamment en matière de sexualité et de violence sexuelle, ce livre est fait pour vous. Et je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que je l'avais vraiment trouvé, encore une fois, très prenant. Vraiment, il prend au trip parce que ça parle de sujets vraiment très difficiles. À certains moments, on est révolté, vraiment, on ressent de la colère monter en nous face à des répliques de certains personnages qui sont atroces. Mais c'est ça que j'aime dans un livre, c'est quand il me fait ressentir des émotions intenses et c'est pour ça que je pense qu'il mérite ces 4 étoiles. Ma quatrième lecture, c'est La délicatesse de David Fonkinos. Ce livre est extrêmement difficile à résumer en quelques mots, ou en tout cas de vous faire un petit synopsis qui pourrait vous intéresser parce qu'il n'y a pas vraiment de trame, il n'y a pas vraiment d'action. On va dire que c'est un roman un peu tranche de vie. Nathalie est une jeune femme qui est dans une relation amoureuse extrêmement saine avec l'homme où elle est sûre qu'elle finira sa vie. François est un homme doux, respectueux, intelligent, drôle, il a tout pour lui. Mais un jour, malheureusement, le bonheur s'efface pour faire place à un vide tragique. Je n'en dis pas plus. C'est très dur de raconter ce livre sans spoiler, et je vais essayer de parler des thèmes principaux sans raconter l'intrigue. Ça va parler du rapport à l'amour, de soit la recherche de l'amour, de cette quête d'amour, ou alors est-ce que l'amour, on va dire, nous tombe dessus. Ça va parler de la reconstruction de soi après un événement difficile. En fait, je pense que si je devais décrire ce livre, ça serait juste un roman sur l'amour. C'est bête et simple, mais c'est ça en fait, on voit plusieurs points de vue dans ce livre, sans vraiment spoiler, mais c'est un roman sur la quête de l'amour ou comment trouver cet amour, ou est-ce qu'il faut vraiment le trouver et est-ce qu'il ne vient pas à soi naturellement.
ou est-ce que pour certains c'est une sorte d'impulsion soudaine? Je peux pas en dire plus et c'est très dur de vous vendre ce livre, mais vraiment je vous le conseille. Il est extrêmement touchant, j'ai failli lâcher une larmichette ou deux. Je lui ai mis 4 étoiles parce que il a touché mon petit cœur. Les romans qui parlent d'amour aussi bien, d'une manière aussi poétique, ça me touche. Et j'aime énormément la plume de David Fontkinos qui va vraiment beaucoup s'attarder sur des détails qu'on pourrait trouver insignifiants dans d'autres romans, mais lui les tourne d'une manière qui les rend tellement intéressants et justes. Et il va faire des paragraphes entiers très beaux, très poétiques sur des objets du quotidien, certains comportements, des émotions. Et encore une fois, je l'avais déjà dit quand j'avais fait ma critique de Vers la beauté, mais il met des petites numéro 1, numéro 2 en bas des pages, mais qui ne sont pas du tout utilisés comme il faudrait, et je trouve ça excellent. J'aime beaucoup le fait qu'il fasse ça dans plusieurs de ses romans. J'ai mis plusieurs petits post-it, ça faisait un moment que j'avais pas mis de post-it, c'est majoritairement sur des phrases que j'ai trouvées belles, il y a aussi des moments que j'ai trouvés plutôt tristes, et les roses c'est pour les moments qui ont fait chauffer mon petit cœur avec plein d'amour, plein de tendresse et plein de délicatesse. Pour ma 5e lecture, on part sur un roman qui n'est pas léger du tout. Je pense que c'est le roman le plus glauque que j'ai lu de ma vie. C'est L'âge de détruire de Pauline Perrade. Donc je me baladais dans une librairie et j'ai vu ce livre et ça m'a intriguée. J'ai aimé beaucoup la couverture, la manière dont elle était faite avec son jeu de lumière. Et donc j'ai lu le synopsis et ça m'a intriguée. Et je crois que c'est le prix Goncourt du premier livre. Donc c'est le premier roman de Pauline Perrade. Pauline Perrade, c'est une dramaturge qui a déjà écrit, je crois, des pièces de théâtre, mais c'est son premier roman. Et elle l'a dit elle-même dans une interview, ce livre est inspiré de sa vie. Donc c'est pas une biographie, c'est pas une autobiographie, mais il y a des inspirations de faits réels dans ce livre. Alors, ce livre n'a pas de trigger warning. Je ne sais pas s'il devrait en avoir ou pas, il en faut beaucoup pour me choquer. Mais là, vraiment, il y a certaines scènes où j'avais presque physiquement la nausée tellement c'était malsain. Mais avant toute chose, de quoi ça parle? Cette histoire se passe dans les années 80. Elsa et sa mère aménagent dans un appartement. C'est le premier appartement que la mère d'Elsa peut se permettre d'avoir à son nom et elle est plus qu'heureuse de pouvoir faire aménager Elsa dans cet environnement. Mais Elsa se rend compte que sa mère n'arrive pas à s'adapter à ce nouvel environnement, qu'elle ne se sent chez elle nulle part alors que c'est son appartement. Elle bouge les meubles toutes les nuits et c'est là qu'une série d'abus va commencer sur la petite Elsa de 7 ans. Que ce soit des abus physiques, psychologiques ou sexuels, on voit une relation mère-fille extrêmement malsaine, une mère qui ne sait pas comment montrer de l'amour à sa fille de manière normale, et on voit que c'est un roman sur le traumatisme transgénérationnel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand un traumatisme se transmet de génération en génération. C'est souvent dans les abus, dans les maltraitances. Et donc on voit une relation de femmes, des douleurs transmises par des femmes sur des femmes. Et je lui ai mis 3,5 étoiles sur 5 parce que je pense qu'il était un peu trop dur à lire pour moi. Honnêtement, il est vraiment pertinent dans la manière dont il décrit les abus, mais il y a certaines scènes qui m'ont vraiment mis mal à l'aise à un point où j'étais à deux doigts de fermer le roman et où même après avoir fermé le roman, j'étais perturbée. Donc je le conseille vraiment pas à tout le monde. Vraiment, si vous êtes... Déjà, pour les mineurs, c'est même pas la peine d'y penser. Et si vous êtes adulte, si vous êtes une âme sensible, non. Vraiment, n'y allez pas. Parce que... Donc là, je vais devoir spoiler un petit peu pour les trigger warnings, mais il y a des scènes d'inceste et d'abus physiques qui sont décrits avec énormément de détails. Et quand je dis énormément de détails, c'est... J'ai déjà lu des livres avec des scènes, que ce soit on va dire dans les thrillers de torture, ou même de David Fontkinos Vers la beauté, qui décrit une scène de viol très crue et très graphique. Mais là, c'est un autre niveau et il faut vraiment être accroché pour le lire. La fin est très belle, très symbolique, plus philosophique que littérale, alors que dans tout le livre, on a une version plutôt très littérale des faits, mais la fin, vraiment la dernière page, a une fin très symbolique que j'ai trouvée très belle, on la comprend quand même.
Mais voilà, le principal point négatif que je mettrais, c'est que même moi qui ai vraiment les tripes accrochées, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur, j'ai lu beaucoup de choses assez graphiques, il en faut vraiment énormément pour me choquer ou alors me retourner l'estomac. Et là, c'était un peu trop pour moi. Même si je comprends l'idée de transmettre les mots physiques par des mots très crus, je comprends l'idée évidemment, mais pour moi, c'était un peu trop. Et on passe au dernier livre, Lettre d'une inconnue de Stephen Zweig. Donc je me le suis procuré car j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux et je me suis dit que j'allais me faire mon avis. Certains trouvaient ça très bateau, d'autres trouvaient ça très beau et je me suis dit bon, je vais me faire mon avis. Donc là aussi, il y a une théorie, c'est expliqué dans la préface qui a été faite par l'éditeur, qui dit qu'on n'est pas sûr si ce livre a été inspiré de faits réels de la vie de l'auteur ou non. Il y a une théorie qui dirait que oui, que c'est inspiré de la vie de lui et sa maîtresse, mais rien ne peut vraiment le prouver. Donc voilà, faut mettre un peu cette idée. Autre idée aussi, ça se passe dans les années 20, donc pareil, il faut enlever son cerveau de 2025 et le poser à côté, parce que il y a certains faits qui pour nous vont paraître complètement absurdes, mais qui je pense pour l'époque étaient plutôt normaux. Donc, un écrivain à succès un jour reçoit une lettre qui n'est pas signée. Quand il ouvre la lettre, il reconnaît que c'est une écriture de femme, mais il n'y a aucun prénom nulle part. Et la lettre fait plus d'une vingtaine de pages recto-verso. Et dans cette lettre, la femme dit que son fils vient de mourir de la grippe espagnole et que elle aussi va sûrement mourir et que de toute manière, s'il reçoit cette lettre, c'est qu'elle est morte. Et dans cette lettre, elle va dire que cet enfant qui est mort était le sien, qu'il ne l'a jamais connu et que c'est normal car ils n'ont passé que 3 nuits d'amour ensemble, mais que pour elle, cet homme était tout. C'était l'amour de sa vie qui n'a jamais été réciproqué. C'est un roman vraiment très court, hein, c'est vraiment une lettre, donc je crois qu'elle fait 79 pages. Et quand on lit cette lettre, on se rend compte à quel point elle est désarmante, elle est pleine de passion amoureuse, une passion amoureuse que je n'ai jamais lue autre part. Vraiment cette femme, qui donc n'a pas de prénom, déborde d'une passion amoureuse qui n'a jamais fané pour cet homme qui ne l'a connu que 3 nuits et qui n'a jamais vraiment réciproqué cet amour, qui est un homme à femme qui ne s'est jamais vraiment posé dans sa vie. Et dans cette lettre, on va voir tout son point de vue depuis le jour où elle l'a rencontré sans que lui ne le sache, jusqu'au jour où elle est en train de mourir de la grippe espagnole. Et on va voir tout de son point de vue, à quel point elle l'a aimé, à quel point elle était obsédée par lui, à quel point elle ne voulait pas vivre d'autre amour que lui, à quel point elle ne voulait pas laisser cet amour faner pour lui, parce qu'elle le trouvait tellement précieux que ça l'aurait détruite de laisser tomber cet homme. Alors je lui ai mis 3,5 étoiles sur 5. Il y a des points qui m'ont plutôt déconcertée, on va dire. Je sais pas trop comment l'expliquer, peut-être que c'est moi qui suis déconnectée et que l'amour c'est aussi passionnel que ça, mais à certains points je trouvais que ça se rapprochait quand même très fortement de l'obsession. À d'autres moments c'était très beau, très poétique. À d'autres moments c'était beaucoup plus triste, notamment au moment où elle explique que c'est le seul homme qui ne l'a jamais aimée, alors que tous les autres hommes qu'elle a rencontrés l'ont toujours aimée et trouvé absolument inoubliable, mais que le seul homme que elle ait aimé ne l'a jamais reconnu. Donc, je dirais pas que c'est bateau, j'ai vu certains dire que oui, c'était une lettre triste écrite pour essayer de nous décrocher une larme. Je pense pas que ça a été écrit pour ça. Je pense que l'auteur essayait d'écrire une vision de l'amour passionnel à un point où ça en est maladif et la douleur qu'est cet amour qui ne sera jamais mutuel. Parce que c'est pas que l'homme est un méchant qui a abandonné sa femme et son fils, pas du tout. C'est juste que lui ne voulait pas se poser et elle avait énormément d'espoir parce qu'elle l'aimait, tandis que lui n'avait que vraiment du désir pour elle et que ça n'allait pas plus loin. Et donc j'ai trouvé ce roman, je pense qu'on peut appeler ça un roman, vraiment dramatique dans la manière dont il exprime cet amour qui ne sera jamais réciproqué malgré le fait que cette femme est obsédée par cet homme qu'elle a toujours aimé depuis que c'est une adolescente, alors que lui n'a même plus conscience de son existence. Je le conseille honnêtement, il est vraiment pas long à lire, je l'ai lu en une soirée.
Il y a certaines phrases qui sont très touchantes, des citations qui sont vraiment très tristes honnêtement, mais qui sont vraiment très belles dans leur manière de parler de quelque chose qui est rarement parlé dans les romans, c'est l'amour qui n'est pas réciproqué, l'amour qui est à sens unique. Et la manière dont c'est écrit à la première personne rajoute encore plus de tragique et de mélancolique à cette lettre et à cette histoire qui, on sait, ne se finit pas bien, puisque l'homme a reçu la lettre. Après voilà, j'ai pas non plus pleuré, j'ai trouvé le livre bien, mais c'est pas non plus un de mes livres préférés, ça ne le sera pas. Mais pour autant, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Je ne l'ai pas trouvé bateau, je pense juste qu'avec le recul que j'ai moi de 2025, ce qui a été écrit en 1920 peut parfois me paraître assez déroutant. Par exemple, je trouve que son amour tourne plus autour de l'obsession assez maladive, notamment dans la relation qu'elle a avec son fils, donc qui est le fils de l'homme qu'elle aime, mais lui ne le sait pas, et la manière dont elle va mettre de côté tout son bien-être pour essayer de continuer à faire vivre cet amour. Donc je le conseille, c'est une lecture assez rapide, vraiment touchante sur la manière dont ça parle de l'amour, on peut même dire je pense de la détresse amoureuse, de la passion amoureuse, et on va dire oui c'est une bonne lecture, voilà. Donc voilà mon petit retour sur mes 6 dernières lectures. J'ai pas eu vraiment de déception, peut-être que Lettre d'une inconnue, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais ça m'a pas déçue dans le sens où j'avais pas vraiment d'attente, donc c'est pour ça que ça ne m'a pas... Si on n'a pas d'attente, on peut pas être déçu. Peut-être que le livre de Pauline Perrade était un peu trop cru pour moi, mais pour autant, je vous les conseille tous. Encore une fois, pour des publics très différents, avec des sensibilités très différentes. Les livres que j'ai lus là sont en majorité plutôt difficiles, donc là je vais essayer de lire des lectures un peu plus faciles pour respirer un petit peu. Donc voilà, j'espère qu'en vous faisant un petit sommaire de mes dernières lectures, vous aurez peut-être vous trouvé votre prochaine lecture. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous donner envie de lire des livres que je lis et que j'ai aimés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on se dit à la prochaine. Bye!